Ouais, donc ça fait un petit moment que je me suis pas exprimé sur Internet. Mais bon, il s'est pas passé grand-chose, mis à part bah, que on a toujours François Hollande, ça continue comme avant. Les gens, oh, ça pollue, ça continue comme avant. Il y a toujours les bagnoles qui roulent, le pétrole coule à flot. Bref, pas de problème. Tout va bien. Et François Hollande est toujours là. Bon, voilà. Bon, il y a des élections, mais bon, quel cinéma. Voilà, donc tout va bien. Ah, sauf pour nous, quoi. Sauf pour les gens bah, comme moi, qui évidemment, bah, on est dans le surplus, donc il va falloir qu'on gicle. Ça devient de plus en plus dur de trouver du boulot, de l'argent, n'en parlons pas. Et puis, bah, on va bientôt crever, quoi. Faut se faire une raison, hein. On a décidé qu'on allait nous foutre à la porte, qu'on allait, bon, on sera pas les premiers Indiens à se faire exterminer. C'est le sens de l'histoire. Ceux qui ne sont pas des enculés finissent par se faire virer, bah, jusqu'à ce que les enculés finissent par crever, on espère aussi. À la fin de l'histoire, il y aura quand même. Voilà, donc on est destiné à se faire éliminer, mais en attendant, on va les emmerder. On va ouvrir notre gueule, on va les faire chier un peu, et puis on va profiter des premières faiblesses du système pour foutre un peu la merde, un peu de bordel. Voilà. Donc, pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui? Parce que avant la montée électorale du Front National, j'avais quand même parlé du nationalisme, parce que c'est un élément important. Mais j'ai pas rempli du tout mon contrat, parce qu'en fait, si vous regardez la vidéo, j'ai dit des choses sur le FN qui, bon, j'espère, bah, en pensant, je sais pas, voir, mais le fait est que j'ai promis de parler en introduction. J'ai dit, voilà, bon, bah, je vais parler du Front National, enfin surtout du nationalisme, et éclairer cela d'un jour primitiviste, c'est-à-dire d'une critique de la civilisation, et sous l'angle en fait d'un concept fondamental bah, que j'agite tout le temps dans mes vidéos, c'est la domestication de l'être humain. Et donc je voulais montrer, éclairer cette renaissance du nationalisme en montrant que c'est un élément fondamental de la domestication et de notre vie sociale actuelle dans les sociétés modernes. Donc c'est un mécanisme fondamental. Mais bon, j'ai pas malheureusement du tout rempli mon programme et donc je vais essayer de le faire aujourd'hui rapidement. Et donc pourquoi le nationalisme est un élément important et pourquoi on peut l'éclairer sous l'angle de la domestication? Eh bien, il faut revenir à des choses fondamentales pour comprendre un peu en fait la psychologie de l'homme social dans une société qu'on appelle moderne, c'est-à-dire une société ultra domestiquée. Alors, qu'est-ce que c'est que la domestication? Bah, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. C'est en fait, pour faire court, pour rappeler un peu, bon, regardez les vidéos précédentes, mais pour résumer le concept, la domestication, ça vient de domus du latin, et bon, il y a eu plusieurs sens, je sais pas, moi j'ai pas lu tous les bouquins sur le sujet, je suis même pas sûr qu'il y en ait beaucoup, j'ai regardé un peu à droite à gauche, je pense que c'est un sujet assez peu défriché, on a du mal à se réfléchir finalement, à se voir comme une bête domestiquée, ce qu'on est. Et donc, j'en ai déjà parlé, c'est en fait une réaction à la densification et à donc, l'exploitation du territoire et les relations qui doivent entre humains, entre animaux, entre plantes et entre êtres humains aussi, qui changent systématiquement à mesure que la population se densifie. On est obligé de transformer le paysage pour maintenir une société qui est dense. Et donc, les relations entre hommes changent effectivement de façon radicale. Et c'est comme ça on aboutit à un état moderne. Mais la domestication n'est jamais quelque chose d'abouti, elle ne le sera jamais. Et c'est peut-être même, c'est pas quelque chose, il n'y a pas de sens dans l'histoire, dans la nature, il y a des essais. Et on peut penser que la domestication sera un échec, la domestication de l'être humain. Que nous ne sommes pas des fourmis, que ce mode de société pour un être qui est aussi haut dans l'échelle écologique, c'est-à-dire un prédateur, omnivore, ben, c'est pas évident du tout que ça soit la bonne solution. Donc on verra hein, ce que fera la nature de nous. Mais en attendant, on peut quand même réfléchir un peu. Et donc, je vais éclairer un peu enfin, donner quelques éléments qui me sont, bah, qu'on peut glaner à droite à gauche. Et donc, pour comprendre la psychologie de l'homme social, il faut voir que la société, qu'elle soit une société de chasseurs-cueilleurs, une société plus domestiquée d'agriculteurs, eh bien c'est, alors je m'excuse
pour le bruit, il y a un putain de ventilateur qui à chaque fois se met en route dans mon ordinateur, je sais pas pourquoi il fait chaud. Bon, enfin. Et donc, les sociétés humaines, disons, il y a différents moteurs et qui font que disons, que nous agrégeons. Et ces moteurs sont un peu les mêmes, quelles que soient les sociétés. C'est d'une part la nécessité de survivre et donc d'organiser une production, soit la chasse, la cueillette. Mais bon, il n'est pas toujours évident que cela nécessite, disons, c'est un moteur important, mais c'est pas cela qui va nous éclairer tellement sur le nationalisme. Ça nous éclaire sur la constitution de sociétés complexes pour la production, mais l'autre élément qui fait que les groupes humains s'agrègent et se renforcent, c'est donc la production, mais c'est aussi la notion de défense. Parce que là, dans la nature, nous sommes à la fois, nous produisons, nous exploitons notre environnement, quel que soit nous, c'est-à-dire ça peut être une bête aussi, hein, c'est pareil pour les poules, pour ça, ils ont un mode d'exploitation. La nature construit des outils petit à petit pour exploiter des niches, des becs pour les oiseaux, je sais pas, enfin des bras pour les hommes, et puis nous avons transformé notre territoire et nous produisons notre nourriture. Et une fois que cette nourriture est produite, évidemment, c'est comme n'importe qui a jardiné, quand on fait des belles salades, il y a toujours quelqu'un qui veut les bouffer avant nous, c'est-à-dire un lapin, plein de limaces au départ, etc. Donc la nature, dès qu'il y a production, il y a prédation. C'est-à-dire que c'est au plus rapide et il y a tout un ensemble de compétitions pour prédater. Donc pour, disons, sans arrêt, essayer le plus rapidement possible de consommer cette production. Alors qu'est-ce qu'il y a comme prédation pour l'homme? Eh bien, il y a eu une prédation constante que les hommes ont rencontrée parce qu'on n'est pas en haut de l'échelle en tant que disons qu'on n'est pas on n'a pas une taille imposante, etc. Donc l'homme a toujours été confronté à des prédateurs, que ce soit, en Europe c'était les loups et les ours, et, l'homme, et cela a forgé, disons, toute une psychologie, disons que ça a forgé tout un ensemble de mécanismes intellectuels qui expliquent certains penchants sociaux qu'on a actuellement, même si les loups et les ours ont disparu. L'homme seul, dans une nature sauvage, n'est rien du tout. C'est quelque chose, c'est un être très très vulnérable, surtout s'il a des enfants en bas âge à traîner, etc. Donc l'homme a besoin de s'associer pour se défendre. Éventuellement pour produire et chasser, il est utile qu'il soit seul parfois ou en petit groupe, mais pour se défendre, pour défendre sa progéniture, etc., l'homme a toujours eu besoin d'assurer un cocon et donc s'est agrégé en groupe pour se défendre. Et ça, c'est un élément important. Ensuite, comme l'homme, ce qui explique sa densification, parce que jusqu'à, disons, pas trop récemment, disons jusqu'à 40-30 000 ans, donc l'homme avait des prédateurs, il y avait un certain équilibre, c'est-à-dire qu'il y a pas eu d'explosion démographique, l'homme a toujours, comme tous les animaux, un penchant à l'expansion, mais il y avait un bon contrôle de la nature, des prédateurs assez efficaces qui nous bouffaient, et quand on était un peu trop nombreux et qu'on avait des problèmes, disons, pour se maintenir en bonne santé. Et ces prédateurs, on a réussi à les éliminer systématiquement par différentes armes, par le feu, les etc. Et donc on a complètement éliminé surtout les plus féroces. Quand nous sommes arrivés, il y avait probablement des prédateurs bien plus féroces en Europe que le loup et l'ours, qui sont méchants, hein, si vous faites de la randonnée dans des endroits sauvages. Eh bien, si vous avez, on ne peut pas appeler un hélicoptère comme ça, le téléphone portable passe pas, moi j'en ai pas de toute façon, et donc si on entend autant de cas, on fait sa prière parce que si l'ours, disons, étant sorti un peu faim après le printemps, qu'il n'y a pas grand chose à bouffer, il y a des gens qui se sont fait attaquer, il y a des gens qui se font tuer pour autant. Donc il est évident que donc on a peur, et là on comprend un peu la sécurité qu'offre le groupe, tout d'un coup, là ça devient palpable. Et donc, l'homme a éliminé les plus féroces, parce que sinon nous ne serions pas là. C'était aussi évolué. Aujourd'hui, comme prédateur, dans ville, à part quelques chiens méchants qui tentent de bouffer un enfant, je sais pas,
après il n'y en a plus. Et on a éliminé notamment, je pense qu'il y avait des tigres les plus féroces, il y avait même des lions en Europe, ça on oublie, même en France, au sud de la France, je crois que c'est les Romains qui ont exterminé les derniers. Donc il y avait des. Je suis entre un veau et un lion, moi je prends le veau. Et donc voilà, donc on a exterminé un peu tout, et en Amérique du Nord aussi, pareil, les plus grands prédateurs, les plus féroces ont été exterminés, et pareil, en Océanie, partout pareil. Et donc il nous reste quelques essais d'autres qu'on a réussi à domestiquer comme le loup parce qu'il était utile. Et globalement, tout cela a disparu. Et en France, bon, il y a quand même eu des prédateurs jusqu'à assez récemment, puisqu'il y avait quand même des loups en France. Et donc il y a quand même eu cette peur qui est restée ancrée en nous. Mais elle est aussi, cette peur est aussi entretenue par le fait que même si la prédation des animaux, des animaux sauvages a bien diminué, évidemment, même mécanisme naturel continue et l'homme est devenu un loup pour l'homme. C'est-à-dire que dans les endroits où l'homme a connu une certaine densification et où le prédateur était moins efficace, l'homme s'est organisé en groupe et il est rapidement devenu son propre ennemi, c'est-à-dire que les groupes se sont mis à s'entretuer. On constate partout chez les primitifs, dès que la densité augmente, c'est notamment clair en Papouasie où il y a beaucoup de monde qui vit dans cet endroit, dans cet écosystème, et régulièrement ils se foutent sur la gueule avec des guerres assez sanglantes, et c'est vrai jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que on se fout sur la gueule, c'est normal, il y a une compétition pour les ressources, les populations s'accroissent, et il n'y a pas de possibilité pour la nature de contrôler cela, mis à part quelques maladies foudroyantes comme la peste, etc., qui de temps en temps régulent un peu et donnent un peu de respiration, ou sinon la seule façon naturelle de se contrôler, c'est l'homme est devenu un prédateur pour l'homme. Et quand il n'a pas réussi à augmenter sa productivité, parce que c'est le cas aujourd'hui avec le pétrole, et bien, quand ça a stagné, la population a augmenté et les gens se sont foutus sur la gueule régulièrement. Et bon, voilà, on a eu des guerres sans arrêt. Et d'où la formule de Hobbes, qui est évidemment vraie, c'est-à-dire que l'homme est bien un loup pour l'homme. L'homme social est un loup pour l'homme. Pas à l'intérieur d'un État, comme je vais l'expliquer, mais à l'extérieur, nous nous entretuons joyeusement et nous continuerons à le faire. Et évidemment, il y a une hypocrisie générale qui veut que on soit civilisé, mais quand on a besoin quand il s'agit de notre survie, en tant que société, là il y a tout d'un coup un gros cynisme qui fait que on accepte quand même d'aller tuer ailleurs pour ramasser quelques Indiens pour aller ramasser du pétrole ou des minéraux, c'est nécessaire, il n'y a pas de choix. Sinon, demain, on s'effondre et tout le monde crève ici. Donc voilà l'histoire. Ce qui est intéressant aussi, là, je voulais signaler juste, bon, je fais beaucoup de digressions, mais c'est juste pour renforcer mon propos, c'est qu'il y a une étude qui a été publiée, là, j'ai pas les éléments sur moi, je viens juste d'y penser là, sur la peste, pour montrer un peu quand même que tout ça, c'est pas des choses en l'air, c'est évidemment des idées qui ont pas mal d'éléments qui les renforcent, c'est aussi, je pense, pour beaucoup de gens des évidences, mais il y a quand même des éléments historiques qui le montrent. Et notamment la durée de vie, il a été étudié après la grande peste en Angleterre au Moyen-Âge, et il a été montré récemment, là ça a été publié dans un journal, je ne sais plus c'est Pinas, enfin un journal sérieux, qui a montré en étudiant toujours pareil les cadavres sur les cimetières, qu'il y a eu une explosion de l'espérance de vie juste après la grande peste, euh, c'est-à-dire que la peste a décimé l'Angleterre, et les gens qui restaient, pour eux ça a été tout bénef parce que du coup leur espérance de vie a presque atteint, c'était assez élevé, je me souviens plus des chiffres, c'est 60-70 ans, mais ça a commencé à approcher notre espérance actuelle. Et comment ils expliquent cela? Alors certains disent bon, c'est parce que les plus faibles ont été éliminés, mais c'est quand même bizarre qu'après l'espérance de vie a à nouveau baissé. Donc pourquoi? Et en fait, c'est pas, probablement pas cela. La raison de ce qu'ils voient, c'est que notamment la peste aurait abouti à l'abolition du servage par manque de main-d'œuvre. Donc les conditions de vie se sont très 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 largement améliorées. Il y avait beaucoup plus de ressources pour beaucoup moins de population, et donc l'espérance de vie a explosé pour redescendre après et devenir misérable à nouveau dès que la population anglaise, qui elle a explosé bien plus vite qu'en France par la suite. Voilà, voilà, donc tout ça pour montrer que ça
explique des guerres, etc. Et la prédation, et donc l'homme est un loup et un prédateur pour l'homme, et donc en permanence on a vécu avec la menace de la prédation, qu'elle soit des animaux sauvages pendant assez longtemps, et aujourd'hui des autres hommes vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire les guerres et la menace d'être tué en temps. Donc l'homme, nécessairement, pour se protéger, pour survivre en tant qu'entité, les différents groupes, disons l'homme s'est associé c'est naturellement depuis toujours